Alors on termine, Baruch Hashem, avec le dernier cours, Bezrat Hashem, avant le Ben Azmanim, si on peut dire. Et comme j'avais effectivement indiqué, alors on va terminer le cours en évoquant notre dernier cours en évoquant deux sujets concernant les conflits. Le premier, concernant effectivement l'affrontement durant le conflit lui-même. Quand on est en plein milieu de ce conflit, il y a un certain nombre de paramètres, encore une fois comportementaux, si je puis dire, qu'on doit avoir en tête pour essayer justement d'essayer de résorber assez rapidement le conflit et pour retrouver par la suite justement une cohérence dans la discussion, dans le dialogue qu'on aura. Alors la première chose, effectivement, au moment où le conflit commence à s'amorcer, on avait évoqué l'allumette, le feu qui commence à partir, il est évident que la première chose qu'il faut avoir, c'est cette capacité de dire on s'arrête. C'est-à-dire qu'en réalité, une phrase du style viens, on arrête ça maintenant, et on en reparle ce soir tranquillement. Déjà, ça va, comment dirais-je, empêcher le conflit encore une fois, de prendre plus d'ampleur. Et là encore, une phrase comme celle-ci qui dit écoute, viens, on s'arrête, selon les ménagers, viens, on s'arrête, on en reparle ce soir, ça doit, encore une fois, prendre en considération, prendre comme paramètre de base que je suis à l'écoute de l'autre. C'est pas, je n'ai pas envie d'en parler maintenant parce que ça me saoule de parler maintenant avec toi de là-dessus, parce que ça aura une connotation évidemment profondément péjorative, profondément négative. C'est pour cela que le deuxième paramètre qui est fondamental, et je répète, en plein milieu du conflit qui s'annonce, eh bien, c'est évidemment l'écoute. L'écoute qui, encore une fois, pressant, écoute bien, pas seulement une écoute, encore une fois, j'ai envie de dire miloulite, une écoute des paroles et des mots qui sont tenus, mais l'écoute aussi du sentiment qui est derrière. Et pour cela, évidemment, ça demande ce troisième paramètre qu'on appelle le shikouf. C'est-à-dire que je suis en cohérence. Vous savez que j'ai souvent coutume, malheureusement, de dire, ce qui est un de mes problèmes, si je peux me permettre de l'exprimer comme ça, c'est que je suis une transparence absolument dramatique. Ça veut dire qu'à partir du moment où, justement, j'ai envie de dire quelque chose de positif ou de négatif, ou que je suis de bonne humeur ou de mauvaise humeur, ou réjoui ou attristé, en 2 secondes, tu peux le déceler, en 2 secondes, tu peux arriver à le déjouer dans mes yeux, dans mon regard. J'ai essayé toutes les méthodes, notamment celle, entre parenthèses, de baisser le regard pour dire on ne va pas remarquer, on ne va pas voir, mais même on voit. C'est un œil à raison. Et en réalité, c'est ça. Mais c'est très important dans le couple, justement, qui a ce chikouf. Et ce chikouf, il a deux avantages. Le premier est clairement, encore une fois, de ce que je représente, de ce que je diffuse. Et le deuxième point, aussi dans le discours qu'on va tenir. C'est-à-dire qu'il est préférable de dire à son conjoint, alors je comprends que tu souhaites que, et on poursuit la phrase avec ce qu'a dit l'autre. Et on insiste en disant, est-ce que j'ai bien compris ce que tu voulais me dire? Est-ce que j'ai bien compris ce que tu ressens? Parce que là encore, ça permet de ne pas travailler ce que j'appelle sur le subtexte, de ne pas travailler sur le je pressens que. Tu m'as dit, on avait souvent évoqué ça ensemble, la problématique de quelle est ton intention dans ce que tu as dit. Et qu'on sous-entend l'intention de l'autre, ce qui évidemment ne va pas du tout arranger notre problème et pas du tout arranger le conflit. Mais arriver à se tourner encore une fois vers l'autre en souhaitant réellement comprendre quelle est l'origine du problème. Donc, on va répéter la phrase. Je répète, donc je comprends que tu veux me dire telle et telle chose. Et vous pouvez le trouver d'ailleurs, entre parenthèses, dans n'importe quel rapport avec l'autre, dans ce rapport justement, ce qui n'est pas toujours évident, mais ce rapport dans un cours, ce rapport dans un échange avec un ami, où en réalité, eh bien, on n'a pas forcément compris la question qu'il a posée, et on pressent qu'en réalité, il a voulu dire cela, il a voulu penser cela. Et évidemment, ça peut porter préjudice, ça peut donner lieu à des malaises, à des maladresses qui seront évidemment problématiques. Quatrième point qui me paraît essentiel, c'est le ton. N'est-ce pas? C'est le ton de la parole que nous allons avoir. J'ai souvent évoqué qu'on ne peut absolument traiter aucun problème quand on est en colère. Quand il y a justement cette parole agressive, en tout cas c'est comme l'autre peut le ressentir, et donc automatiquement il faut être capable, si nous ne sommes pas capables de parler calmement au moment où nous allons parler, il est préférable, comme je le disais, de remettre à plus tard ces discussions pour éviter que le conflit évidemment s'envenime vers des terrains très glissants.
D'autre part, le cinquième point, et qui est vrai, j'ai envie de dire, tout le temps, d'autant plus au moment du conflit où l'esprit n'est pas forcément l'esprit rationnel, n'est pas forcément là où on devrait le trouver, alors automatiquement on peut sortir des mots et des expressions, des phrases qui seraient maladroites, qui seraient évidemment profondément problématiques. Donc, il y a ce cinquième paramètre qui est fondamental, c'est l'eau, les alim. On ne veut pas laisser l'autre. En aucune manière, il doit y avoir un propos, je vais l'agresser, je vais lui dire un mot pour la piquer au vif, qui n'aura pas d'autre objectif, qui n'aura pas d'autre impact que de fomenter la colère. Sixième point, on est conscient au milieu de ce conflit du point, encore une fois, sur lequel eh bien, nous sommes en désaccord. Il est très facile, en plein milieu du conflit, je répète, pour ne pas que le conflit s'envenime d'autant plus, eh bien, de ressortir tous les vieux dossiers et tout ce qu'on a gardé. Ce que j'ai dit tout à l'heure à Arié, sur l'idée que le shalom, justement, qui serait aux yeux de certains, l'idée que, allez, bon, je vais rien dire, laisse tomber, j'ai pas envie de chercher des disputes avec ma femme. Bien fait. Ce je vais rien dire, eh bien, il est dans un tiroir dans notre tête. Et au moment où le conflit va exploser, eh ben, on va ouvrir le tiroir. Et donc, ça sera un problème. Il faut être conscient de la complexité de l'être humain, mais il faut être conscient aussi que quand on a un problème spécifique, j'ai un problème avec la lessive, j'ai un problème avec la poubelle qui, je ne sais pas, qui est constamment dans la cuisine. J'ai un problème avec le plat qui est trop salé. Ça, c'est un autre problème pour la cuisine, on a l'occasion d'en reparler. Mais en tous les cas, il est certain que ce n'est pas parce qu'il y a un problème avec le plat qui est trop salé que, eh ben, en même temps, il faut rappeler que la lessive, elle n'est jamais faite, que mes chemises ne sont pas repassées, que le lit est mal fait et que le voisin est arabe. D'accord? Bon, ça, c'est pas. Bon. D'accord? Mais encore une fois, c'est ce qu'il faut être conscient de cette problématique-là. Donc, mitmagdi. Le sixième paramètre, on observe bien, encore une fois, le point du litige. Et puis, le septième paramètre, rappelez-vous, Rabotai, que le couple, ni d'un côté ni de l'autre, ce n'est pas un palais de justice. On n'est ni en train de juger et encore moins en train de condamner l'autre. Et c'est ce qui peut évidemment s'opérer en plein milieu du conflit. N'est-ce pas? J'ai décrété que tu étais condamné à mort à Skila par un lançage de couches et de pierres parce que tu n'as pas changé les couches du petit ni le lundi ni le jeudi. D'accord? Quand on arrive à ce genre de problématique, évidemment, le dialogue a déjà été bien rompu et évidemment mis maladroit. Ce qu'on doit avoir en tête en réalité, ce qui me fait arriver au huitième paramètre, et j'ai envie de dire le paramètre essentiel, eh bien, la vie, effectivement, n'est pas un long fleuve tranquille. Mais malgré tout, vous avez une sorte de corde que vous tenez tous les deux, en tant que foyer, en tant que couple, et qu'il faut toujours qu'il y ait l'équilibre. Vous savez, quand l'aiguille, elle va pencher d'un côté plutôt que de l'autre. Eh bien, dès que l'aiguille, elle a penché d'un côté, automatiquement, il y a un déséquilibre, automatiquement, il y a un sentiment d'annulation de soi au profit de l'autre, et vice-versa, évidemment. Et c'est ce qui va entretenir, justement, eh bien, le conflit. Donc, ce qu'on appelle l'homoshrim et achevel. N'essaye pas, en réalité, eh bien, de faire tomber l'autre. N'essaye pas, justement, eh bien, ou de lâcher même la corde, si je reprends mon image. L'idée de dire, par exemple, on est en plein milieu d'un conflit et de chercher la fuite, physiquement ou mentalement, bon, je m'en vais, tu m'as saoulé. Cette réalité-là fait qu'on est en train de couper la corde, de quitter la corde. Il n'y a rien de plus dramatique que cela, et Dieu sait combien chacun d'entre nous peuvent tomber dans cet écueil-là. On doit savoir qu'un couple se tient à deux. La corde se tient à deux. On n'est ni en train de couper la corde, ni de tirer avec violence la corde de son côté, ni de la lâcher non plus. On n'est ni là, ni là. Enfin, c'est clair pour ce huitième point à bataille? Il faut qu'il y ait à chaque fois cet équilibre. Je sais que la personne qui est en face de moi est Zer Kenegdo. Je sais que la personne qui est en face de moi
lui importe que notre couple soit cohérent, que notre couple soit cordial, que notre couple soit toujours, encore une fois, rattaché, rallié, avec les désaccords qui sont inévitables. Donc, évidemment, ce qui nous fait glisser, j'ai envie de dire, sur le rappel du respect mutuel qui doit être constant. Mais encore une fois, comme nous ne sommes pas des robots, donc automatiquement, il peut y avoir, eh bien, et puis en plus la fatigue aidant, le stress aidant, eh bien, il est clair que parfois on voit plusieurs problématiques et du coup, eh bien, on part en hystérie. Donc, pour éviter cette problématique-là, c'est ce que j'appelle, on va isoler le problème. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand je parlais du fait que la hitmakdout, il faut régler. D'abord, il faut être conscient. On va bien comprendre quelle est la problématique, quel est le point de désaccord. Ensuite, on va aussi accepter le paramètre qu'il n'est pas forcément évident que nous arriverons à gérer et à régler cette problématique immédiatement. Il faut chercher là, parfois, justement, qu'est-ce qui fait qu'on est en désaccord. Mais j'ajoute, aller chercher la racine du problème. Il est possible que la racine du problème, eh bien, elle soit, je ne vais pas dire qu'elle n'a aucun rapport avec la question qui est posée, mais il est envisageable que c'est elle qui met en porte-à-faux le coup. Par exemple, la femme est fatiguée. On s'occupe des enfants, la femme est fatiguée. Et donc, il lui est très important pour elle d'aller passer le Shabbat chez ses parents, ce qui n'est pas forcément problématique. Seulement, qu'est-ce qui se passe quand on est chez les parents? La femme, elle est en vacances pendant tout un Shabbat. À partir de ce moment-là, elle est en vacances pendant tout un Shabbat parce qu'elle compte sur sa mère, sur son père pour se préoccuper de leur petit-fils et elle a jeté l'éponge. Et le mari, pendant ce temps-là, est dans un conflit permanent entre d'un côté pouvoir gérer l'éducation de son fils, pouvoir gérer eh bien, justement la vie de son couple, et automatiquement, eh bien, ça va amener à des problèmes. Donc le problème réel, le mari va croire que eh bien, la femme, elle a envie de passer tous les Shabbatot chez ses parents, ce qui n'est pas pour le déplaire, mais ce qui est aussi problématique dans la vie de son couple. Alors qu'en réalité, l'origine du problème, c'est que la femme, elle est fatiguée. Donc, il faut trouver une solution à la fatigue. Et une des solutions à la fatigue, c'est d'être conscient, encore une fois, que eh bien, la femme a besoin aussi de la présence de son mari. J'ai envie de dire, le bébé comme la conjointe ont besoin de la présence du père et du mari. D'accord? Il ne faut pas oublier, encore une fois, jamais l'origine de ce problème. Une fois qu'on a bien compris l'origine de ce problème, qu'on a bien cerné la problématique et qu'on va essayer d'y remédier, alors arrive justement le 10e et dernier paramètre fondamental, c'est ce qu'on va appeler le cheminement. On va choisir le chemin qui va nous mener justement eh bien, à la réparation, à la guérison, à la solution du problème. Bechirat Maslow. Vous remarquerez que quand Akadosh Baruch Hu a créé son monde, dans la même optique, il l'a observé. Il a vu que les choses se passaient convenablement, il a regardé, il a opéré un jugement sur ce qui est en train de se passer. À partir de ce moment-là, il est passé à l'étape suivante. Et bien, c'est exactement cela. Dans votre foyer, vous avez clairement, eh bien, il est parfois logique, puisqu'encore une fois, les choses vont très vite, il y a une dynamique permanente. On essaie d'avoir une certaine cohérence par rapport à des valeurs qu'on veut développer, qu'on veut défendre à deux, je répète. Et parfois, il y a des hauts, des bas, une fatigue, un stress, quel qu'il soit. On essaye d'observer, on essaie de voir, peut-être on a été trop vite, peut-être on a été trop loin, peut-être on n'a pas eu forcément un rapport, un accord entre nous deux. Et pour cela, il faut essayer de retrouver eh bien, justement cette cohérence qui, semble-t-il, s'est un petit peu estompée pendant ce moment du conflit. Donc, vous avez, on va dire, le bon cheminement et le mauvais cheminement. Le bon cheminement, il va porter en lui 4 points essentiels qui s'intègrent dans la discussion. Le premier, puisque justement il y a un respect mutuel entre les deux, alors il y a la conviction.
Je vais essayer de te convaincre de la justesse de mon propos, avec comme présupposé en deuxième point la notion d'unité. L'objectif n'est pas que tu arrives à la conclusion que oui, je suis le meilleur, j'ai gagné parce que je t'ai vaincu. Comme on a dit, on n'est pas dans un appareil judiciaire. Donc le deuxième point, c'est le yichud. Le couple, encore une fois, est dans cette cohérence ensemble tous les deux. Et puis, le troisième paramètre va être, bien évidemment, de faire ce qui va être bon, ce qui va être meilleur, ce qui va être le plus choyé, la préférence, encore une fois, de tel problème ou de telle réalité au lieu d'une autre réalité. Écoute, on ne peut pas tout régler en même temps, mais viens, on se concentre sur cette notion-là, sur ce problème qui semble-t-il le plus ennuyeux. Ma femme chérie, tu es très fatiguée, écoute, va te reposer, c'est pas grave, on mangera du schnitzel et du riz Shabbat. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est manger le couscous et la pkaïla ou que ta femme soit de bonne humeur pour Shabbat? Pour ma part, j'ai même pas de réflexion, Bichal. J'ai même pas de question. Et comme, hélas, je tiens à vous le dire, j'en profite pour vous le dire, ou alors on a des invités, et dans ce cas-là, eh ben, c'est une réflexion qu'on a à deux dans notre foyer, si on a ou pas des invités. Mais dans tous les cas, si on a des invités et que notre épouse est fatiguée et qu'elle n'a pas forcément la patience de faire ni de la pkaïla ni du couscous, et que ça pose problème à quelqu'un qu'on mange un schnitzel et du riz, eh bien, comme j'ai coutume de dire, que l'invité, il aille chez sa mère. Je ne peux pas plus clair que ça, Rabotai. Que l'invité aille chez sa mère, je répète bien la phrase pour que ce soit bien entendu. Parce que ce qui est important, encore une fois, avec toute la volonté de pouvoir avoir des invités, de pouvoir accueillir des gens, c'est la santé du couple. Il y aurait pu avoir, je me permets de faire ce rappel, il y aurait pu avoir à votre mariage des gens religieux, des gens pas religieux. Il n'en demeure pas moins que ce qui a été important pour vous, c'est être certain de pouvoir vous danser à votre mariage. Achab, et c'est exactement cette problématique-là. Alors, on n'est pas obligé non plus d'être maladroit et d'être malotru et d'être mal poli. Mais c'est exactement cette problématique-là. On ne règle pas tous les problèmes en une fois. Donc, on va préférer avancer, progressivement s'améliorer là-dessus. Et puis, dans le cas qui est aussi essentiel et qui est aussi fondamental et qui m'arrive enfin au dernier paramètre de ce cheminement, comme je l'ai dit, cohérent pour la santé du couple. Dans le cas où en essayant faire avancer cette notion d'unité dans le couple, cette notion de conviction, cette notion de préférence d'un problème plutôt qu'un autre, et que malgré tout, on n'arrive pas à solutionner notre problème, alors il sera impératif de faire appel à une tierce personne. La tierce personne que je dis qui aura autant de crédit pour le conjoint que pour la conjointe et qui permettra justement d'entendre les paramètres, d'entendre les avis de l'un comme de l'autre et d'essayer d'apporter une solution qui peut s'avérer immédiate, qui peut s'avérer instantanée, comme qui peut s'avérer justement progressive, acheminement à échelon. Évidemment, je me permettrai de vous recommander comme tierce personne, mais vous êtes libre évidemment d'aller voir qui vous voulez. Enfin, ça c'est le cheminement évidemment cohérent. Et puis il y a évidemment le cheminement en parallèle sur lequel il ne faut surtout pas aller, que j'ai un petit peu évoqué tout au long de mon exposé, mais je vais me permettre de le répéter. Le cheminement qu'il ne faut pas aller, c'est de dire je renonce. Le vitour, on ne peut rien faire. J'accepte j'accepte l'idée de l'autre, mais bien qu'elle ne soit pas profondément intégrée en moi. Parce qu'un jour ou l'autre, ça va exploser en pleine figure. Deuxième problème, deuxième paramètre qui n'est pas à mes yeux envisageable, c'est l'Aïtalmout. Je n'entends pas, je ne fais pas attention, je fais genre, j'ai rien vu, pour éviter le conflit. Là, encore une fois, pour reprendre la remarque que j'avais tout à l'heure, Rabotai, le shalom n'est pas un moyen. Le shalom est une finalité. Le shalom, c'est la ashrina benehem. C'est la résidence d'Akadosh Baruch Hu benehem, entre eux.
Et quand on va faire le choix, je répète, faire le choix, c'est vrai pour son conjoint, c'est vrai pour ses enfants, de ne pas réagir au quart de tour à chaque chose qui n'est pas exactement parfait, à commencer même par soi, ça ne veut pas dire que justement, à l'artomitalmim, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en train de. On n'observe pas. Ça veut dire qu'on est conscient qu'il y a un processus pédagogique, là encore, qui est fondamental. Ce n'est pas de la Talmud. Mais la Talmud, comme j'ai dit, c'est en réalité fuir le conflit. Et enfin, J'ai pas compris, hein, Marcella, j'ai pas compris. Vous avez dit que comment ça s'appelle on doit pas sauter à chaque quart de tour. Et vous avez dit aussi que on peut pas genre laisser passer des choses. On fait quoi? Je pas compris. ça veut dire que quand effectivement il y a quelque chose qui te pose problème, quoi que ce soit, il est évident qu'il faudra en parler avec ton épouse. Il faut prendre en paramètre, j'avais expliqué ça dans les cours précédents, il faut prendre en paramètre deux choses. La première, la subjectivité du problème. Il faut être conscient que le problème n'est pas chez ta femme, mais le problème est toi dans ta manière d'interpréter les choses. Et c'est pas grave. Il faut juste savoir quelle est leur origine. Tu ne peux pas dire, je vais être là je vais extrapoler, mais je vais être un peu violent pour qu'on comprenne bien. Quand quelqu'un décide de se laver une fois par semaine, le problème, c'est pas la personne, si elle se sent bien avec ça. Le problème, c'est que la personne ne vit pas toute seule, elle vit en société. Donc, toi, ça t'est désagréable d'avoir les influences, comment dirais-je, les effluves de cette personne qui s'est douchée une fois par semaine, surtout en plein été. Donc, le problème, il n'est pas chez elle. Maintenant, tu vas devoir essayer de la convaincre que oui, ça vaut le coup de se doucher au moins 2 fois par semaine. Mais tu comprends la problématique? Je dis simplement qu'une personne qui a grandi dans un environnement où on se douchait qu'une fois par semaine en Russie, ça lui est compliqué de comprendre qu'en Israël, il faut se doucher plus qu'une fois par semaine. Parce qu'elle a vécu dans un environnement culturel où la douche n'était pas forcément aussi problématique qu'elle est quand on est dans un pays, au Hachem, méditerranéen. Donc, je ne dis pas de l'italien, de dire genre, il n'y a pas de problème alors qu'il y a un problème, mais je d'un autre côté, de prendre en considération qu'il y a un processus pédagogique pour que la personne en face, elle comprenne. Donc, c'est pas un imitalem, c'est pas je fais genre, j'ai pas vu justement. Non, 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 j'ai bien vu. Mais je prends le choix, je prends la décision de ne pas me concentrer là-dessus pour le moment et me concentrer sur autre chose. C'est un choix réfléchi. La Alors Talmud, quand c'est on de en dire parle? je fais rien. Quand on en parle alors? Alors justement, on en parle quand il y a une confiance dans le couple qui justement existe, il y a une cohésion et eh bien, faut revoir les cours que j'avais évoqués avant, mais c'est bien d'y revenir maintenant, ça permet de revenir là-dessus, de bien évoquer tout au long d'une discussion que tu as avec ton épouse, avec un point positif au début, avec des paroles positives et bénéfiques à l'égard de ton épouse au début, avec des paroles bénéfiques et positives à la fin de cette discussion, et entre les deux, tu sais, j'ai l'impression que je suis un peu gêné de. Et dans ce point-là, tu prends en considération la valeur du propos qui t'est tenu, que la personne qui est en face, elle sait pertinemment que tu n'es pas en train de la mépriser, bien au contraire, parce qu'elle a une pleine confiance dans ton jugement, et qu'au contraire, eh bien, elle se sent respectée par toi, et par conséquent, elle aura plus enclin à évoluer, tout en sachant que son éducation, c'est une des choses que j'avais évoquées, tout en sachant que son éducation fait qu'une transformation ne pourra pas être radicale. D'accord? Achab. Là, Et enfin, le dernier point qui me paraît essentiel à ne pas usiter, c'est ce qu'on appelle la résignation. C'est-à-dire qu'en réalité, on ne peut rien faire, donc, eh ben, on va faire ça. Adkan Rabotai pour la première évocation, j'espère que c'est pour les points essentiels à retenir, en plein milieu du conflit. Est-ce qu'il y a des questions, Rabotai? Non. Alors, je passe au dernier point. Je passe au dernier point avec votre permission. OK. Quand on a eu ce conflit, on a eu le conflit qui a, donc voilà, ça y est, qui est terminé, qui a eu lieu,
Alors, comment, encore une fois, nous ne sommes pas des robots, comment on revient à, eh bien, une certaine cohésion? C'est compliqué aussi, après avoir une dispute, essayer de retrouver une certaine sérénité. Là encore, à Botaï, je vais me permettre d'évoquer avec vous 6 points qui sont essentiels dans les recherches que j'ai pu faire. Et la première, c'est de reconnaître ses erreurs. On part du postulat, évidemment, que ni elle, ni moi sommes parfaits, donc inexorablement, on doit reconnaître les erreurs qu'on a pu commettre, qui nous ont amenés à de tels exploits. Deuxième point, puisque là encore une fois, il n'y a pas d'ego qui doit avoir, la demande de pardon. D'accord? Ça, c'est essentiel. On prend pleinement la responsabilité sur ce qu'on a fait qui n'était pas cohérent et on n'a pas du tout de mal à demander pardon. Et tout ce que je vous dis encore une fois, c'est mutuel. C'est toujours bilatéral. De la même manière qu'on a une demande de pardon, eh bien, on n'a pas non plus de problème à accepter le pardon. D'accord? Parce qu'on prend encore une fois comme point essentiel de retrouver cette unité qui, pendant un laps de temps, quel qu'il soit, a pu être mise en question. Le quatrième point, Rabotaille, c'est évidemment le sens de l'humour. Mais ça, ce n'est pas vrai seulement pour la période de dispute. Tout au long de votre vie, si vous n'êtes pas capable d'avoir le sens de l'humour, vous mettez en danger la vie de votre couple. Et je rigole pas, pour le coup, c'est très sérieux. On traverse des épreuves, on traverse des expériences dans sa vie, et heureusement qu'il y a l'humour. Si je ne voulais pas expliquer, c'est une notion que j'affectionne particulièrement. Le terme de humour en français vient de humus, n'est-ce pas? Humus, c'est cette humidité qui va permettre à la terre de rebourgeonner et de refleurir. L'humour humidifie la réalité. L'humour humidifie les parois. Nous véhiculons parfois des réalités qui sont profondément délicates et parfois même que Dieu préserve, le alechem, douloureuse. Il faut avoir ce sens de l'humour justement pour être capable de regarder au-dessus. C'est Yitzhak, n'est-ce pas? Ce sera un sujet à part entière, qui est capable eh bien, de se réjouir parce qu'il voit la réalité qui est au-dessus de celle qu'on voit immédiatement, de celle qu'on voit de manière instantanée. Donc, il est évident que le sens de l'humour est fondamental. Oh, si là, tu soulèves un sujet sur, il faudrait qu'on fasse à l'occasion là-dessus aussi, ce que j'appelle l'humour, on ne rigole pas de, on rigole avec. C'est toute la nuance. En français, vous avez quelqu'un qui s'appelle Bergson qui a fait tout un travail sur le rire, mais ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Il y a une évolution dans l'humour. Rigoler de quelqu'un a toujours été, aux yeux de la tradition juive, problématique. On ne rigole jamais de quelqu'un, on rigole avec quelqu'un. Il est fondamental d'avoir le sens de l'humour, mais si dans la culture occidentale, on rigole de quelqu'un qui a glissé sur une peau de banane, ce n'est pas mon avis, ce n'est pas notre conception. D'accord? Donc, il est évident que se moquer de quelqu'un, même pour rigoler 2 secondes, est fortement problématique. Quand je parle d'avoir le sens de l'humour, c'est d'arriver à appréhender la réalité avec un peu de légèreté. D'accord? Ça peut être un calembour, ça peut être, je ne sais pas, vous savez, mes enfants, parfois, nous ont vu, mon épouse et moi-même, en train de rire parce qu'on avait un souvenir commun, on avait quelque chose dont on se rappelait, et les enfants ne comprenaient pas pourquoi on rigolait. Et en réalité, on ne leur a pas forcément expliqué parce qu'il y avait un petit point qui fait qu'on était ce petit truc ensemble qui fait qu'encore une fois, personne ne peut comprendre autour de nous. Et ça peut être un mot, ça peut être une réflexion, ça peut être ce qu'on a entendu dans la rue, ça peut être une publicité. Combien de fois ça nous est arrivé, il y a des années de cela, il y avait une publicité pour le Nescafé et la femme, elle demandait à son mari, avec un ton très excusez-moi, télévivien, si je puis dire, mais très, dis-moi, la routine, c'est mal parce que j'ai l'impression qu'on méprise notre couple en ce moment. Et c'est resté dans les annales de la famille Benita que ma femme, de temps en temps, et moi-même, on se moque de ça un peu et on rigole.
dis-moi, ma chérie, ma amie, mon amour, ma sucrerie, tu me prépares un café parce que je sens que la sucrerie. Bon, voilà. Et c'est une crise de rire qu'on a tous les deux. C'est-à-dire, je vous livre des secrets. D'accord, ça ne toucherait, on le ferait pas en public, ça n'aurait aucune implication, encore une fois, ça n'aurait aucune valeur dans la rue, on ne le ferait pas d'ailleurs dans la rue non plus, mais entre nous, on s'octroie le droit d'avoir ce genre de boutade, ce genre de plaisanterie, entre autres. Je ne vais pas tout vous livrer non plus, mais okay. Il faut avoir ce sens de l'humour. D'accord? Ça peut être un sens de l'humour, entre parenthèses, raciste à l'égard des populations autochtones. Ça aussi, nous avons ce privilège. Pas, je rappelle quand même, pour ceux qui ne m'ont pas entendu le rappeler, si déjà j'en parle de cela, mais quand on était un jeune couple étudiant, et mon épouse ne parlait pas français à la base, et quand on voyait donc un beurre autochtone, un petit beurre, alors ma femme avec cet accent disait que tu crèves toi toute ta descendance, avec un accent israélien bien prononcé. Et ça nous faisait beaucoup rire à ma femme et moi qu'elle le bénissait, Baruch Hashem, allègrement, en français, dans le texte. Ça, voilà. Ça fait partie, encore une fois, de cet humour qu'on doit avoir. Et encore une fois, je ne dis pas qu'il faut d'accord mépriser tous les Arabes, c'est votre choix, vous faites ce que vous voulez. Mais je dis simplement qu'il faut avoir cet humour qui ne relève qu'à vous. Enfin, le dernier point qui me paraît évident, c'est ce qu'on appelle la hitpaïsout. On a envie de se retrouver. On a envie de retrouver encore une fois notre cohésion, que pendant un instant, et parfois c'est plus long, parfois c'était le mois des Milouim, parfois c'est la période de stress parce que vous cherchez un travail, parce que avec les études, les examens, tout cela encore une fois, de retrouver cette cohérence-là. D'accord? Je voudrais terminer, Rabotai, avec ce que j'ai trouvé absolument génial, j'ai envie de dire, puisqu'en plus on sort de Vaïtranan, les 10 commandements du conflit. Voilà. J'ai vu ces 10 points-là qu'on va passer rapidement en revue. Le premier, d'être conscient de la finalité du mariage. Pour cela, on sait que notre mariage s'inscrit dans le passé et est tourné vers l'avenir au moins jusqu'à 120 ans. Donc, on ne perd pas de vue de cela. Deuxième commandement, j'ai envie de dire, deuxième parole, eh bien, un choix qui est constamment renouvelé. Rien n'est acquis dans la vie, comme vous le savez, et à chaque moment de notre vie de couple, eh bien, il y a des décisions qui doivent être renouvelées et qui nous permettent de renouveler le choix qu'on a fait justement sous la choupa il y a quelques années. Entre parenthèses, pour la petite anecdote, je fais partie de ces couples en Israël, et je pense que je ne suis pas le seul, que Shabbat Ekev, c'est notre Shabbat Ratan. Donc voilà. Donc ça fait quand même déjà, Baruch Hashem, plus de 20 ans qu'on est mariés. Voilà. Baruch Hashem. Et, troisième point essentiel, En Mushlam. N'est-ce pas? On sait pertinemment que eh bien, notre conjointe n'est pas parfaite. N'est-ce pas? Nous, oui, évidemment, on est parfait, mais l'autre n'est pas parfait. Donc, il faut toujours être conscient de ce troisième point essentiel dans la compréhension, encore une fois, du coup. Quatrième point, quand tout au long de notre vie, chacun d'entre vous peut le ressentir, chacun à sa mesure, chacun dans son domaine, chacun dans son rapport à l'autre, chacun dans son rapport à Kadosh Baruch Hu, chacun dans son rapport à soi, eh bien, qu'on passe toujours d'une réalité à une autre, d'une réalité qui peut s'avérer fâcheuse à une réalité qui s'avère fameuse. N'est-ce pas? Comme je l'ai dit tout à l'heure, la vie n'est pas un enfant tranquille. Donc, il faut être conscient de cela. Ceux qui veulent absolument avoir une petite vie tranquillement sur leur transat avec les pieds en éventail, et pour eux, c'est ça la vie, ce sont des moments, ce n'est pas la vie. Donc, être conscient, encore une fois, que justement, le conflit, le désaccord, la rixe fait partie d'un processus de germination, j'ai envie de dire, eh bien, de la couple, du couple. D'accord? Du mashber vers une nouvelle meilleure qui s'annonce. Le cinquième point, et c'est évidemment ce qui relève, ce qui touche, ce que je vais expliquer à l'instant, eh bien, le fait que la difficulté, ce n'est pas une flèche dans le cœur, quelle qu'elle soit. La difficulté qu'on peut traverser
n'est pas, encore une fois, la fin de notre couple. Certains couples vont penser que dès qu'on a une dispute, dès qu'on a un désaccord, c'est la preuve que nous ne sommes pas faits pour être ensemble, allez, divorçons. Non, il faut accepter l'idée qu'un désaccord, qu'une dispute, quelle qu'elle soit, est là pour nous motiver à essayer d'éclaircir, encore une fois, un certain nombre de points qui, semble-t-il, n'ont pas été éclaircis auparavant. Le 6e commandement, c'est le fait qu'il n'y ait pas de vainqueur. Et ça, il faut le retenir par cœur. Il n'y a pas dans une dispute quelqu'un qui a vaincu. Nous ne sommes pas, encore une fois, dans un combat des chefs. Et n'oublions pas, dans cette même optique, le 7e point, que celui qui a blessé, en réalité, est blessé. Notre objectif, encore une fois, n'est pas de porter préjudice à notre épouse. Et ça, je me permets de le dire, parce que parfois, ce n'est pas forcément en interne, mais c'est aussi en externe. Et j'ai eu l'occasion d'évoquer. Quand vous avez quelqu'un qui veut porter préjudice à votre épouse, quel qu'il soit, eh bien, vous devez bien la remettre en place. Quel qu'il soit. Le meilleur ami, comme la meilleure amie, comme la tante, comme la mère, comme l'oncle, comme qui vous voulez. Votre couple est une boule qui est inaltérable, qui est impénétrable. Vous avez un désaccord, quel qu'il soit, pour un comportement quelconque que vous avez eu ou que l'autre a eu à l'égard d'autrui, vous en parlerez au sein de votre couple. Mais devant l'autre, devant la réalité, encore une fois, à laquelle vous devez affronter, eh bien, personne n'est en droit de pouvoir porter un jugement sur votre épouse et personne n'est en droit de porter un jugement sur vous-même. Vous êtes un mur incassable. Et ça, c'est fondamental. Et par conséquent, évidemment, qu'en interne, vous ne devez pas vous servir d'un paramètre, d'une expression que vous auriez entendue chez autrui pour vous en servir et affaiblir, encore une fois, votre conjoint. Enfin, le 8e point, c'est de bien savoir qu'il y a une nuance fondamentale, surtout à notre génération, entre vos enfants et votre épouse. Votre épouse n'est pas là pour être éduquée par vous. Ce n'est pas votre rôle. Comme je parle de la subjectivité, encore une fois, du conflit qui peut exister, de la manière de comportement qui peut exister. Ma femme adore le piquant, par exemple. Comme j'aime à le dire, c'est la séfarade de la famille. Moi, je ne supporte pas les piquants, je suis l'ashkénaze de la famille. Eh bien, il s'avère que ma femme, justement, par respect pour moi, elle ne va pas faire le poisson piquant parce qu'elle sait que je suis sensible à cela. Et elle n'a pas le sentiment de s'annuler pour moi. On est un couple, donc on essaye de respecter aussi les faiblesses et les forces de l'autre. Dans cette optique-là. Et c'est exactement cela. On n'est pas en train d'éduquer l'autre, on sait que l'autre est sensible à. Donc on va s'efforcer de réfléchir. Est-ce que Birlal, je peux apporter une solution à cela? Est-ce que je peux, moi, faire ce rôle que, semble-t-il, elle n'y voit pas trop d'importance ou elle n'a pas le temps de s'y préoccuper? Comme je l'ai dit, on n'est pas en train d'éduquer l'autre. Enfin, 9e point, il y a une structure dans le couple. Et donc, autant physiquement que mentalement, il y a une limite qu'on ne dépasse pas. Il y a un gvoul. Il y a des règles. Il n'y a pas, on s'est laissé aller parce qu'encore une fois, dans le cadre de la dispute qui peut exister, on s'est laissé aller à des propos maladroits. Non. On a des propos maladroits, mais il y a des propos, comme je l'ai souvent évoqué, qu'on ne peut pas tenir. L'insulte n'existe pas. C'est pas je me retiens de te mettre une claque dans la figure, ça n'existe pas. Je me retiens de t'insulter de tous les noms, non, ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. Et enfin, le 10e point que j'ai déjà évoqué, et qui est essentiel évidemment à mon avis, c'est quand effectivement, on n'arrive pas à gérer ce conflit, il faudra sans hésiter, sans en avoir honte à Botaï, faire appel à une tierce personne. J'insiste sur ce dernier point parce que je me rends bien compte que c'est une des difficultés que un certain nombre de couples ont, c'est cette idée qu'encore une fois, d'être aidé, d'être suivi par quelqu'un qui peut essayer de donner des solutions pour trouver un problème. Ce dernier point
qui est en général gênant pour certains parce qu'on n'ose pas en réalité dire nos problèmes à quelqu'un, entre guillemets, d'étranger. Mais il me semble que si on choisit effectivement, et là je ne dis pas spécialement pour moi, peu importe la personne que vous choisissez, à qui vous estimez donner du crédit, mais une personne qui a cette responsabilité professionnelle, qui est conscient de cela, le secret évidemment est d'or. Et donc il ne serait pas envisageable de la part de celui qui va servir de tierce personne à porter un jugement ou à imposer un jugement sur la situation de votre couple et qui a raison et qui a tort. L'objectif, encore une fois, c'est d'aider à ramifier, justement, pas seulement rabibocher, mais cimenter ce couple qui, semble-t-il, eh bien, n'a pas réussi à trouver une solution à leur problématique qu'ils ont soulevée. D'accord, Rabotai? C'est clair? Donc, ça, c'était pour les 10 commandements qui doit être fait. Je voudrais, s'il y a des questions, sinon, je voudrais juste rapporter un enseignement qu'on voit dans la paracha de Vaïtranan, pour terminer sur ce point. Comme vous le savez, nous avons dans la paracha de Vaïtranan, eh bien, les deuxièmes tables, n'est-ce pas, comme il est coutume de dire, qui ont été données. Et puis, étrangement, eh bien, on parle justement du fait que Beyom, Simchat Libo, Beyom Chatunato, on parle justement du Matan Torah. Donc, c'était bien l'occasion de le rappeler, puisque justement, nous avons une sorte de don de la Torah renouvelé en ce Shabbat. Et il arrive, et ça va tout à fait avec le sens de ce que nous avons développé tout au long de notre étude aujourd'hui, sur le fait qu'on se remémore comment était la choupa. On a un idéal au moment de la choupa, au moment de la soirée, et puis il y a quelques brisures, il y a quelques problématiques. Le peuple, évidemment, s'est réjoui totalement au moment du don de la Torah, et pourtant, moins de 40 jours après, tac, il y a malheureusement la participation au Vaudor qui nous a valu eh bien, un drame considérable. Et on peut se dire en réalité qu'on s'est marié, on est dans l'idéal, et puis que justement après un certain nombre de temps, eh bien, il y a quelque chose, notre première dispute, notre première brisure. À ce moment-là, on serait tenté effectivement de dire, en réalité, où est passé notre mariage? Et pourtant, quand Moshe Rabbeinu a brisé les tables, comme vous le savez, Akadosh Baruch Hu lui a dit, Ishar Korecha, que tu as brisé les tables, ça c'était le 17 Tammuz, et puis il va s'enquérir eh bien, d'arriver en recueillant le pardon d'Akadosh Baruch Hu, de pouvoir préparer les deuxièmes tables. C'est-à-dire qu'il y a un renouvellement justement des tables. Quand on parle et on s'approche, et j'espère que j'aurai le temps de faire un peu de proposer un article ou en tout cas une étude sur ce sujet qui arrive bientôt, quand on parle du 15 Av, on sait pertinemment que c'est le moment où on est en train de retrouver la cohésion que nous avons perdue pendant 38 ans puisqu'il y a la faute des explorateurs. C'est le moment où justement on rentre en Eretz Israël. C'est le moment où les tribus se marient entre elles. C'est le moment où la tribu de Binyamin, qui avait été exclue pour des raisons terribles à l'époque du Sefer Shoftim du peuple juif, peut être retrouver sa cohésion. La dispute n'est pas une finalité en soi. Mais quand on est conscient, encore une fois, qu'une brisure est possible, on est aussi conscient que Mina Metzar Karatia. Nous sommes Tisha B'Av derrière nous, nous sommes le 15 Av devant nous, nous sommes déjà dans cette reconstruction, encore une fois, qui est fondamentale et qui est nécessaire. Mais ce n'est pas seulement une reconstruction qui est nécessaire, c'est la confiance dans la reconstruction possible de ce foyer après une brisure éventuelle qui a pu créer une dispute. Est-ce que nous nous souhaitons Bezrat Hashem à chacun d'entre nous? Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonnes vacances, Bezrat Hashem, et on se retrouve en Elul. Be'ochim tiyu. Il n'y a pas de questions? Iskou la mitzvot. Shalom, shalom. Pour tous les cours. Bonnes vacances à vous.